C'est-à-dire qu'ils sont là dans une tension et avec un réalisme extrêmement poussé où les corps sont nus pour la première fois. C'est la première fois qu'on va montrer un roi et une reine entièrement nus, avec juste un linceul qui couvre légèrement les parties intimes du bas, simplement. Si vous regardez bien en hauteur, vous verrez le corps d'Anne de Bretagne complètement décharné, avec les grosses cicatrices qui rappellent l'embaumement des corps royaux, qui sont excessivement visibles. Et Donc très réaliste. Oui, très réalistes, avec les têtes renversées, justement dans la douleur, dans la dernière douleur, le dernier souffle avant l'expiration. On peut peut-être faire le tour pour Oui, voir bien sûr. Voilà. Et vous avez Anne de Bretagne, là, vous voyez, où tout le corps est... Alors que les corps des femmes à cette époque-là sont souvent des corps mous, enfin un peu dévertébrés, où il y a cette idée du corps de la femme qui n'est pas structuré comme celui d'un homme. C'est-à-dire qu'en physiquement, on devait voir qu'une femme, c'est très misogyne, hein, mais je suis plus rien, c'était comme ça, qu'une femme n'était pas apte, de par son corps flasque, mou, sans endurance, eh bien n'était pas apte non plus à conduire la guerre et donc à gouverner un État. Et par contre, vous remarquez toujours que les corps masculins à cette époque-là sont très musculeux. Et là, vous avez un aspect sur celui d'Anne de Bretagne, qui est un corps nu, c'est du corps nu d'une reine, et là, je vous dis, c'est exceptionnel, avec des seins qui sont complètement avachis, et avec si vous regardez bien son visage, la tête renversée dans ce dernier moment d'agonie. Et la bouche ouverte aussi, afin de montrer davantage de réalisme. On va sortir du périmètre interdit et continuer avant de se faire gronder. Hop. Alors c'est toujours très très compliqué parce que normalement un chrétien ne doit pas avoir peur de mourir et que toute sa vie sur terre est faite pour justement préparer sa mort. Alors mais il y a toujours l'interrogation du dernier moment. C'est ce que tout chrétien peut sentir et ressentir. Et quand il pouvait voir, quand il se promenait dans cette basilique au départ, voir ce corps de reine devant eux, complètement nu, comme le leur en fait, où il n'y a plus aucun attribut royal. Eh bien, du coup, il y a une identification possible, mais aussi cet espoir avec Anne de Bretagne au-dessus, où vous la voyez, elle, en habit de souveraine, et où finalement on est dans la victoire et dans l'apaisement. Dans la confiance peut-être. Et dans la confiance, tout à fait, bien sûr. Alors, Anne de Bretagne, je crois, dire qu'elle est la dernière reine médiévale et la première des reines modernes, évidemment, comme elle est à la charnière des deux périodes, ça va de soi, mais quand même plus que ça. C'est-à-dire que la dimension féodale et suzeraine que vont garder longtemps les rois de France tend à disparaître dans l'entrée au XVIe siècle, et elle est justement sur cette charnière parce qu'elle est seigneur féodale en étant duchesse de Bretagne et reine de France. Et cette reine, dans les manipulations de la représentation, en fait, à travers notamment les grandes cérémonies monarchiques, va en faire une souveraine telle que on les connaît ensuite dans la période moderne. Cette modernité, on la repère à travers les cérémonies monarchiques, ça c'est très significatif. Par exemple, les obsèques d'Anne de Bretagne sont beaucoup plus importantes que toutes celles qui ont eu lieu avant. Et elles sont importantes parce qu'il y a cet enjeu de la Bretagne qu'il faut absolument rattacher à la France, alors que les termes du contrat de mariage laissent une certaine ambiguïté sur la succession de la Bretagne, qui passe à sa fille Claude de France et puis ensuite à la couronne. Et puis d'autre part, c'est avec Anne de Bretagne qu'on voit apparaître pour la première fois l'anneau qu'on dit anneau nuptial, disant que la reine se marie avec le royaume, pour dire donc que le duché va aller dans le domaine de la couronne. Cet anneau nuptial et cette interprétation est ensuite utilisée par François Ier pour dire que lors du sacre, le roi se marie avec son royaume et qu'il est tout entier sacrifié au royaume. Et c'est là qu'il y a, à travers les innovations cérémonielles, toute une série d'éléments qui contribuent à construire la modernité politique. La pensée politique moderne.
Le 9e jour de janvier, le dol en moi, froid et plein de pleurs et lamentations, lent à chacun mal gracieux, 1513, à heure de 6 heures du matin, au château de Blois, rendit l'âme à Dieu, la noble reine et duchesse, notre souveraine, dame et maîtresse. Anne de Bretagne tombe malade à la fin de l'année 1513. Si malade qu'elle en meurt le 9 janvier 1514. Son corps reste exposé 2 jours sur son lit de sa chambre mortuaire. On nous mentionne au bout de ces 2 jours son transfert dans la salle d'honneur, c'est-à-dire dans la grande salle, qui est parée pour l'occasion, alors d'un lit entièrement revêtu d'or. Le corps de la reine, lui, est lui-même habillé d'une robe de velours pourpre fourrée d'hermine. Aussi était tout le devant, et sur la poitrine jusqu'au-dessous de la ceinture. Ses manchons étaient de drap d'or garnis de pierreries. Aussi étaient les boutons des dites manches. Autour de la tête de cette noble reine, sur le chevet du lit, il y avait 2 coussins de pareil drap d'or. Sur le destre était le sceptre, et sur le sénestre, la main de la justice ou de la miséricorde, comme on voudra la nommer. Le corps, lui, devra poursuivre un chemin assez long jusqu'à Saint-Denis. Pour l'instant, il est exposé donc dans la grande salle d'honneur pendant 9 jours et on continue à lui faire service comme si la reine était toujours vivante. On lui présente les repas, qu'évidemment elle ne prend plus, mais c'est pour signifier que tout le personnel de sa maison reste au service de la reine. Tant que le corps n'est pas à Saint-Denis, la reine est encore vivante. Exactement. Au bout de 9 jours, pourtant, le décor change. On abandonne les ors, et ce sont des draperies et des tentures noires de deuil, semées de larmes, qui viennent cette fois-ci marquer la disparition de la mort effective, en quelque sorte, de la reine duchesse. C'est avec Anne de Bretagne, finalement, qu'on va avoir un développement du cérémonial qu'on n'avait encore jamais vu pour un roi de France. Anne de Bretagne meurt le 9 janvier 1514 et les funérailles vont durer 40 jours. De quoi meurt-elle d'ailleurs ? Elle avait eu une grosse infection après son dernier accouchement d'un enfant mort-né en 1512, elle s'en était jamais remise. Pendant une année, elle a eu des grosses souffrances, elle n'arrivait pratiquement plus à se déplacer et elle était en litière constamment, elle était épuisée. Elle est morte à 36 ans. Après combien de grossesses ? 4 pour Charles VIII et 4 pour Louis XII. Ça fait 8 grossesses minimum, parce qu'il y a eu des fausses couches aussi sous Louis XII. Il y avait eu une vraie volonté de sa part à avoir un héritier, et la pauvre, elle n'a jamais pu avoir de fils viables. Ces funérailles, donc, ont duré une quarantaine de jours. D'autre part, il y a aussi une chose importante, c'est que c'est la première fois, pour Anne de Bretagne, qu'on va faire des funérailles officielles pour ses entrailles et son cœur. Elle avait décidé que son cœur soit enterré avec son père et sa mère à Nantes. Beaucoup y ont vu, parce qu'elle donnait son cœur, elle donnait toute son affection aussi aux Bretons. Il faut oublier ça tout de suite. C'est simplement pour qu'elle soit physiquement entre son père et sa mère. Et au bout de quelques jours encore seulement, je crois que c'est le 3 février, son corps est transféré dans la collégiale Saint-Sauveur. C'était une grande église qui se trouvait sur la place du château. Le corps y est exposé au moins 2 jours dans une chapelle ardente. Alors je ne sais plus si c'est dans cette église-là ou dans une autre, où il faudra même casser quelques vitraux, tellement l'église devient enfumée à cause du grand nombre de cierges allumés autour de la défunte. Et puis à partir du lendemain, commence son long voyage vers Saint-Denis. Bien sûr, elle est accompagnée de princes, de nombreux prélats, de nombreux serviteurs, de représentants de la ville de Blois tenant les écussons de la ville, de pauvres, des représentants des ordres mendiants franciscains, dominicains, carmes, etc., qui accompagnent dans une procession très longue. Ils vont longer la Loire, passer à Saint-Dié, non loin d'ici, puis à Saint-Laurent, puis à Notre-Dame de Cléry, Orléans, Artenay, Angerville, Janville, Étampes, Montlhéry, pour enfin atteindre Paris et bien sûr Saint-Denis.
D'abord, il y a l'enjeu de la Bretagne qui est tout à fait essentiel. C'est la dernière reine à apporter, avec sa fille Claude de France, mais en fait sa part d'elle, à apporter une grosse partie de territoire au domaine royal. Et donc à augmenter le patrimoine capétien de façon considérable. Ensuite, les rois de France vont se marier avec des reines étrangères et donc il n'y aura plus d'apport territorial dans la monarchie française. Donc ça c'est très important, surtout que la Bretagne était un enjeu considérable avec le problème des Anglais de l'autre côté. D'autre part, elle a été 2 fois reine de France, ce qui est tout à fait exceptionnel. Une première fois par un mariage qui a été forcé puisque elle était promise à Maximilien d'Autriche et puis finalement la guerre de Bretagne étant perdue, elle a dû se marier avec Charles VIII et une deuxième fois avec Louis XII et ce second mariage, elle a pu le négocier de façon bien plus favorable, notamment pour la question de la succession de la Bretagne. Donc c'est une reine qui est à la charnière des 15e, 16e siècles, en début de l'ère de la Renaissance, malgré tout, avec les guerres d'Italie, etc., et toute la culture qu'il y a autour. C'est une reine qui a su s'imposer, en fait, dans la politique. Donc, elle n'est pas si effacée que ça, en réalité. Et puis, c'est une reine qui représente la Bretagne, et il y a tout l'enjeu pour les Bretons de ce dernier seigneur de Bretagne, puisque c'est le cas, dernière duchesse. Donc, je crois que tout cela fait qu'elle a très fortement marqué le paysage politique, historiographique français du début du XVIe siècle. Merci à Pierre-Gilles Giraud, Didier Le Fur, Fanny Cossandet et Thierry Crépin-Leblond. Lecture, Elsa Ourcade. Mixage, Pierre Mine. Anne de Bretagne, la duchesse sans sabot. Anaïs Kien, Véronique Samouilov. Et je rappelle que l'exposition France 1500 entre Moyen-Âge et Renaissance qui vient d'ouvrir au Grand Palais à Paris dure jusqu'au 10 janvier 2011. On peut y trouver certains des objets dont nous avons parlé dans ce documentaire, donc autour d'Anne de Bretagne. Je rappelle également que nous traitons pendant toute la semaine de 1510 dans le monde. Demain, Alger entre Empire ottoman et Empire espagnol. Si vous voulez réagir à cette émission, www.franceculture.com. Vous pouvez également écouter cette émission, mais malheureusement, pour l'instant, pas encore à la podcaster comme celle de la semaine dernière, car nous avons un problème de podcast. Tous les techniciens de Radio France sont en train de travailler sur ce problème pour tenter de le résoudre.